Salut les Limpers, c'est Nico pour une vidéo sur le poker, mais un petit peu spécial cette fois-ci. Alors c'est un petit côté un peu mystique le titre. Si vous avez cliqué par hasard sur ma vidéo, je vous invite à rester parce que je vais traiter quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. Je suis assez content de faire ce sujet, j'y ai pas mal réfléchi, j'ai apporté beaucoup de moi dans ce truc-là, donc j'espère que que ça va vous plaire. Le titre est un petit peu pompeux, j'en suis navré, gestion de sous au poker, j'ai cherché, je voulais un truc un peu plus fun, un peu plus décalé, et non, malheureusement non, j'ai choisi le côté sérieux du truc, alors je vais essayer de traiter ce sujet euh, d'une manière un petit peu légère quand même, pour pas vous perdre au fur et à mesure. Alors mes diapos, j'ai voulu mettre quelques images un petit peu décalées au fur et à mesure, histoire de me réveiller moi-même et vous aussi. On ne sait jamais si vous endormez au cours de la vidéo. Alors on m'a reproché d'être un petit peu monotone dans mes vidéos, et c'est vrai, malheureusement j'ai ce défaut. Alors je vais essayer de me booster là. Je sais pas, il faut que je mette un petit smiley au-dessus de mon ordinateur pour me rappeler qu'il faut que je souris et que j'ai un peu la patate. Euh, donc voilà, on va essayer de faire ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Pour moi c'est un sujet qui est assez important, qui a été très peu traité. Euh, il y a très peu de théories, alors voilà. Donc c'est un sujet qui ne, je ne vais pas vous montrer de main de poker. Je ne débattrai pas sur l'attaque UTG de cette deux suited. Je ne débattrai pas non plus sur qu'est-ce qu'on pourrait débattre sur par exemple la défense avec 4 et 2 suited en petite blinde. Non, je ne débattrai pas là-dessus. Et puis, je ne débattrai pas non plus sur est-ce qu'on doit 5 bet shove light un joueur qui 4 bet serré mais qui a une image de nous, c'est bon, etc., etc. J'en sais rien. Non, je ne parlerai pas de ça. C'est trop compliqué. Je vais parler de quelque chose de plus simple, qui va sûrement vous parler et qui sera d'autant plus bénéfique. Du moins, je l'espère. Alors j'ai illustré la chose par le fameux penseur de Rodin, Monsieur Rodin, qui avait sculpté cette magnifique sculpture en 1880, Auguste Rodin, et qui a été exposée pour la première fois en 1888 à Copenhague. Voilà le petit côté historique, je l'ai placé. J'aime bien on va dire que cette sculpture illustre bien le sujet. C'est bon, ce qu'on essaie de rechercher, c'est une espèce de sagesse qui nous permettrait d'être plus serein pour jouer au poker. Bon, alors il y a du boulot. Effectivement, il y a du boulot parce que en général, les joueurs de poker ont des gros problèmes hein, pour essayer de rester calme. Alors pourquoi cette vidéo, vous allez me dire, hein, je vous vois derrière votre écran là, je vous vois et puis vous vous dites pourquoi Actarius il fait cette vidéo. Alors bon, c'est vrai, pourquoi je la fais? Par quel bout commencer? J'ai beaucoup progressé ces 2 derniers mois sur moi-même. Je vais vous expliquer de quelle manière. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Et j'ai voulu justement vous expliquer ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de choses à. Je peux vous donner des pistes, voilà. Est-ce que j'aurai des trucs à vous apprendre? J'en sais rien. Je vais dire pas mal de choses que vous soupçonnez sûrement. Chaque phrase n'est pas révolu, il n'y a aucune phrase révolutionnaire. Maintenant, je vais vous donner des pistes de réflexion sur certains sujets. Voilà. Euh, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais parler de Tommy Angelo. Alors, Tommy Angelo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de poker professionnel depuis de nombreuses années, 1990. Et, mais il est surtout connu pour avoir travaillé sur l'importance du mental au poker. Euh, il a il a travaillé ça de lui-même et a sorti
a sorti une publication en 2007. Il a sorti un livre Elements of Poker qui est considéré comme par beaucoup en fait comme un ouvrage essentiel. Et puis il a aussi coaché plusieurs joueurs, pas mal de joueurs en fait, hein, dont quelques très grands joueurs. Il les a coachés en matière de contrôle émotionnel. Alors on peut citer par exemple, entre autres, hein, Phil Galfond, Tom Dwan, Josen Rosenkrantz. Voilà. Donc Josen Rosenkrantz que vous connaissez peut-être, vous avez vu dans Two Months to Millions. Tommy Angelo, il a un site internet en anglais, tommyangelo.com. Alors vous pourrez aller le voir, il a pas mal de, il a beaucoup de, il a quasiment, il me semble il a regroupé l'ensemble de son œuvre en détail sur son site. Je vous invite vraiment à aller le consulter parce que c'est une source d'informations très 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 intéressante. C'est une petite mine d'informations. Alors ses orientations, il a quelques orientations bouddhistes dans sa vision du poker, du jeu et bon, dans sa vie. Alors ça va peut-être en rebuter certains, mais voilà, moi j'y ai trouvé, en ce qui me concerne, j'y ai trouvé une source de progression, bon, à la fois dans mon approche du poker, mais aussi dans ma vie, et ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, voilà, Tommy Angelo m'a surtout euh, permis de m'intéresser à ce sujet, de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et voilà, de mon côté, c'est quelque chose que j'ai travaillé de moi-même là depuis quelques temps. Et donc c'est avec plaisir que je vais essayer de vous présenter à travers mon expérience. Je vais vous essayer de vous donner des pistes intéressantes, j'espère, pour à propos de ça. Voilà. Alors, si je parle de ma propre expérience, en fait, ça va faire depuis 2 ans et demi que je suis professionnel, et puis au début, les 2 premiers mois, j'avais eu des petits problèmes. Je m'étais rendu compte que j'avais quelques grosses sessions négatives, et ces grosses sessions négatives étaient souvent dues au tilt, à un certain tilt, et au fait que j'avais du mal à arrêter mes sessions aussi quand j'étais en perte. Donc j'avais trouvé ça, bon, je m'étais rendu compte que pour un professionnel, c'était pas top quand même, hein. Il fallait faire des efforts, donc j'avais corrigé ce problème comme j'ai pu, et puis finalement je me suis amélioré dans le domaine. Et puis au bout de 2 ans, je pense que bah, je peux dire que c'était une de mes grandes qualités au poker, c'était cette faculté à gérer les swings euh, plutôt bien par rapport à mes potes ou à la moyenne des gens contre qui je pouvais jouer. Donc voilà, je savais que c'était une de mes forces et je m'aidais beaucoup dessus. Voilà. Et puis j'ai fait un voyage en Thaïlande euh, et j'ai eu l'impression que alors peut-être parce que bon, j'étais en colocation avec des potes à moi et je ne sais pas si je me suis énervé plus que quand j'étais chez moi tout seul, mais j'ai eu cette impression de m'énerver plus. Alors je sais pas dans la réalité si c'est le cas. En tout cas, je me revois claquer la souris. Alors elle était assez extraordinaire cette souris. C'est un pote à moi qui me l'a passé parce que j'avais j'avais cassé la mienne, mais c'est pas en tilt, hein, c'était rien à voir. Mais il m'avait passé cette souris qui payait pas de mine, mais qui était assez géniale parce qu'elle avait une faculté à claquer contre la table. Euh, C'était assez fantastique. En fait, quand j'étais énervé, que j'étais assez frustré des sessions, j'avais tendance à prendre la souris et la claquer contre le plan de travail. Et elle claquait bien, quoi. Elle remplissait bien son rôle là-dessus. Donc bon, ça me permettait d'extérioriser une certaine frustration comme ça, quoi. Alors la souris, pour la petite histoire, a tenu hein, pendant 2 mois. Bravo à elle. Et j'ai pu la rendre à mon pote. Merci Will. Euh, Et puis voilà, après ça, j'avais tendance à souvent à gueuler que je lançais des phrases du genre mais c'est pas possible ou des voilà ces fameuses phrases. Ça j'aime bien le dire quoi, c'est pas possible. Et si un énième bad beat c'est possible au poker. Et puis à froid, je me suis dit c'est pas normal, je perds quand même de l'énergie. Ok, j'extériorise une part de frustration. Maintenant, c'est qu'il y a quand même un certain problème dans la gestion des sessions. C'est pas parfait quand même, hein. Alors bon, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit qu'il y avait peut-être un travail à faire là-dessus. Donc,
Euh, c'est, euh, donc au mois de novembre, j'avais fait mon plus gros mois positif en termes financiers, donc j'étais hyper content, j'en avais parlé sur mon blog, donc, en fin novembre 2009. J'étais très très fier de moi et puis j'étais fort dans mon jeu, plutôt fort dans ma tête, mais j'étais pas. Alors malgré ce good run, j'avais quand même tendance à claquer de temps en temps ma souris contre le plan de travail. Alors c'était quand même malheureux parce que j'avais un run extrêmement good pendant ce mois, donc j'avais pas à me plaindre quand même. Hein, fallait voilà. Donc il s'avère qu'au mois de décembre, je commence le mois avec beaucoup d'ambition parce qu'on commence à faire des calculs sur sa bankroll, sur combien on va pouvoir la monter, etc. C'est assez fabuleux quand on fait son plus gros mois. Puis malheureusement, ou peut-être heureusement, dans quelques mois, peut-être que je me dirais heureusement, mais le dieu du poker m'a placé une épreuve assez difficile puisque au mois de décembre, j'ai fait mon plus gros mois perdant et puis au mois de janvier, c'était pas mieux. Donc j'ai enchaîné en fait mes deux plus gros mois négatifs bah, d'affilée, décembre et janvier. Et mi-janvier, j'ai lu ces articles de Tommy et j'ai découvert une façon de me gérer comme jamais je n'avais découvert. Et à ce moment-là, à partir de mi-décembre, j'ai eu un détachement par rapport aux sommes et aux pertes jouées qui était assez incroyable et j'ai run comme vraiment comme rarement on peut run bad quoi. Du moins c'était la première fois que dans ma carrière j'avais un run aussi bad en termes financiers mais en termes aussi de buy-in. Donc ça a été violent, c'est possible, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est assez dur à encaisser quand même. Et malgré ça, j'ai fini le mois de décembre avec une confiance comme jamais j'ai eu. J'étais beaucoup plus confiant à la fin décembre que fin novembre parce que je savais que fin décembre, les progrès que j'avais fait sur moi-même, même si j'ai perdu beaucoup d'argent, je savais que ça me servirait pour à la fois dans la vie, mais aussi dans toutes les variantes du poker, et ça me servirait très longtemps. Donc grâce à ces trucs, j'ai réussi à perdre le moins possible, je pense. Hein. Ça aurait pu être catastrophique autrement. Alors, on va passer à la diapo suivante. Le Graal. J'ai atteint le Graal. J'ai mis une petite photo, je ne sais pas si... oui, le Graal. Je n'ai trouvé que ça, malheureusement. Alors, le but de tout joueur de poker, évidemment, c'est d'avoir une meilleure capacité à encaisser les bad beats. L'idéal, c'est que ça nous fasse rien, moralement. Ce serait l'idéal, c'est que ça ne nous touche pas. Alors, dans la réalité, il y a des joueurs que ça fait tilter dès le premier bad beat, il y en a d'autres il en faut 5, il y en a d'autres il en faut 20 d'affilée, et ça c'est des gens assez incroyables. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir progressé dans tous ces points-là. Les 5 points qui sont sous vos yeux, j'ai l'impression d'avoir passé un cap comme jamais. J'ai pu gérer mes swings dans le temps, donc mon down swing évidemment. Alors il faut gérer les up swings aussi, hein, c'est pas facile ça, hein, de pas trop s'enflammer, etc. Parce qu'après on peut avoir une période où on va stagner. Et il faut gérer tout ça, hein, c'est pas forcément évident. Voilà. Bon le down swing évidemment, les gros down swings c'est pas facile, hein, les grosses pertes. Donc j'ai une certaine facilité euh, à relativiser les pertes à la fois pendant la session, mais aussi sur les pertes qu'on peut avoir dans une semaine, sur 15 jours, un mois par exemple. J'ai trouvé une sérénité dans le jeu, et j'ai changé vraiment ma façon de penser au poker, de manière générale, et de gérer mes sessions. Ça a été un truc assez fou. Alors, je vous présente tout ce que j'ai pu améliorer en moi. Euh, c'est ce que chaque joueur devrait rechercher, du moins. C'est pas simple. C'est pas simple, mais en tout cas, vraiment, c'est on se sent très fort quand on a réussi à passer un cap comme ça. Je pense que c'est mon plus gros cap au poker que j'ai passé. Il y a des fois, j'ai progressé en commençant à 3 bet light, alors que je le faisais jamais. Ça, c'était un pas. Mais en fait, c'est des petites marches. Là, j'ai l'impression d'avoir monté quelques marches d'un coup. Là, ça a été assez extraordinaire. Donc c'est pour ça que je suis heureux de vous en parler. Euh, bon, c'est peut-être assez mystérieux pour vous. Vous dites que tout le monde on connaît le sujet, c'est toujours la même chose, on sait quoi faire, mais on n'arrive pas forcément au but final. On sait qu'il faut mieux gérer les swings, etc. Mais voilà. Alors moi, je vais essayer de vous donner des pistes justement. Je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a aidé pour progresser dans ce domaine-là.
Voilà, alors je vous invite à écouter la suite. N'ayez pas de d'a priori pour l'instant. Je vous demande juste d'aller jusqu'au bout de la vidéo, de prendre juste 1 heure de votre temps, et peut-être que 30% d'entre vous vont être séduits par ce que je vous ai dit, et j'espère que au moins, ouais, 30%, ce serait déjà bien, 30% des gens qui peuvent progresser par rapport à ce que je vais dire, ça sera déjà pas mal, ça sera déjà pas mal. Donc ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. C'est un free roll, hein. Faut prendre ça comme ça, les gars. Alors, une nouvelle diapo sur le processus de perfectionnement. Donc là, je vais un peu faire un petit peu de théorie. Je n'ai pas fait psychologie. J'ai fait informatique, malheureusement, un sujet qui m'a pas beaucoup passionné. Et j'ai eu la chance de trouver une autre passion et d'en vivre. Donc l'informatique, c'est un petit peu loin de moi. Du moins, je m'en sers juste pour la bureautique. Euh, Ça m'a amusé de faire ces diapos. D'ailleurs, ça m'a rappelé la fac. Où on avait des exposés à faire sur des sujets vastes et variés, divers et variés, pardon, qui n'étaient pas forcément très intéressants. Alors le processus de perfectionnement, j'ai essayé de réfléchir à comment un être humain avait tendance, quel processus il utilisait pour se perfectionner. Et puis, bon, j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, tiens, moi par exemple, comment je fais pour progresser au poker, ou comment je fais pour apprendre à, je sais pas, par exemple, s'il y a des sujets que je ne connais pas, il y en a plein que je connais pas, mais si j'ai envie de m'améliorer là-dedans, bon bah, quel, comment je vais faire pour essayer de m'améliorer justement. Euh, alors ce processus de perfectionnement, je suis pas sûr que tous les gens l'utilisent. Alors ça peut être de manière inconsciente évidemment, hein. Mais je crois qu'une bonne partie des personnes sont sur ce mode de fonctionnement. Alors en numéro un, on a une prise de conscience du leak. Donc là j'ai mis leak, mais ça pourrait être, donc ça veut dire faiblesse. Bon, au poker on l'utilise pour désigner une faiblesse dans notre jeu. Euh, là je vais parler poker, mais ça pourrait être vraiment un autre domaine, hein. Ça peut être dans un domaine intellectuel, mais ou à la fois physique, sportif. Je pense que c'est applicable un peu partout. Donc à la base, on a une prise de conscience du leak, donc d'un problème chez nous. Et cette prise de conscience, qui peut être volontaire ou qui peut être comment dire, bon, ça peut être quelque chose de naturel, pas forcément extrêmement réfléchi, mais on peut, au poker par exemple, on peut savoir qu'on a certaines faiblesses en jouant, tout simplement par la pratique. On va voir que on n'est pas à la hauteur dans certains domaines. Bon, voilà. On va en prendre conscience naturellement. Ça peut être par le biais de discussions, de forums entre potes. Ça peut être par le biais de vidéos instructives sur l'Impers par exemple. Voilà, pourquoi pas. Euh, et puis on va prendre conscience qu'on n'est pas, on est moins bon que certains dans un domaine. Alors je vais prendre comme exemple la défense de blinde avec 5 et 6 suited ou les connecteurs assortis. Bon, admettons, euh, on voit sur un forum une main et puis il y a un débat sur défendre sa blinde avec 6 et 7 dans telle position, oui ou non. Il y a des gens qui émettent des idées, d'autres qui les réfutent, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure de la discussion, euh, au fur et à mesure de cette discussion, on s'aperçoit qu'il y a des mecs qui ont l'air assez calés sur le sujet et qui se posent pas mal de questions qu'on s'était nous-mêmes jamais posées. Donc voilà, on se dit qu'on doit être moins bon que certains et qu'il y a peut-être des progrès à faire là-dessus. Euh, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, qui peut s'enchaîner très vite, hein, qui peut être automatique, on va essayer d'identifier chez nous en fait le problème. Donc le leak, la chose qu'on a sur laquelle on a pris conscience qu'on avait des problèmes. Donc on va essayer d'identifier puis voir quelle est la grandeur du problème en fait, hein. Donc déjà, quelles sont les causes, pourquoi on n'est pas bon dans ce domaine-là, les effets, pourquoi on n'est pas bon, alors qu'est-ce que ça va faire par exemple, et puis on va essayer de réfléchir à des situations
sur laquelle on va se retrouver avec 6 et 7. On va réfléchir pourquoi défendre, pourquoi pas défendre. Ah oui, quand le joueur est... euh, et puis, voilà, quand le joueur est UTG, on va pas forcément jouer comme si le joueur était au bouton. Donc on va essayer de rechercher dans notre jeu qu'est-ce qu'on fait vraiment. Voilà. Et puis on va essayer de noter les possibles défauts qu'on a. Alors la troisième démarche, ça va être, une fois qu'on a compris comment nous on jouait dans des situations précises, on va essayer de voir comment les autres font, on va essayer de les comparer et essayer de comprendre et s'améliorer. Alors ça peut être toujours par le biais de discussions, de vidéos, on peut travailler avec notre tracker. Évidemment, on peut essayer de comparer les stats avec des bons régulars, essayer de voir comment eux ils font pour jouer telle ou telle main. Voilà, on va discuter avec des potes, on va les appeler, on va leur dire comment toi tu fais pour défendre 5 6 suited. Alors il va te dire attends, 5 et 6 suited, tu parles de quoi là? Ça dépend, qui attaque, ça dépend la taille du raise, qui est dans le coup, la profondeur du tapis, et on va commencer à s'améliorer sur ce problème. Le corriger entre guillemets. Corriger c'est un grand mot parce qu'au poker, quand on dit corriger, bon, si on dit corriger un problème, ça veut dire que on a plus ce problème là. Et c'est pas vrai puisque au poker c'est une progression constante. Et le but c'est vraiment de s'améliorer. Une fois qu'on a fait une progression qui est satisfaisante, on va devenir, on peut dire entre guillemets expert dans le domaine. Euh, on va devenir expert par rapport toujours aux joueurs qu'on a l'habitude de rencontrer. On peut être expert en défense de blinde en NL200 et ne pas avoir le niveau face à un joueur de NL1000 évidemment, en défense de blinde. Mais si on s'estime plus ou moins expert en NL200, ça veut dire qu'on a un très bon niveau sur le sujet. Et puis on va corriger comme ça plusieurs problèmes différents. Notre niveau général va augmenter, on va être amené à monter de limites. Voilà, on va passer peut-être de la NL100 à NL200, 400, 600, et puis au bout d'un moment, on va s'apercevoir que notre défense de blinde, par exemple, qu'à l'époque on avait mûrement travaillé, en NL600, notre niveau en défense de blinde n'est plus trop adapté, donc on va boucler comme ça, on va revenir sur la phase numéro 1, on va prendre conscience à nouveau du leak et des problèmes qu'on a, on va chercher à l'identifier, à connaître, savoir comment nous on joue, et puis on va progresser là-dessus. Et ça boucle indéfiniment sur tous les problèmes qu'on peut avoir au poker, on va faire ça. Euh, alors ça c'est un truc que personne pourra nier. Vous allez être d'accord et vous allez dire pourquoi, Nico, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu nous parles de 5 et 6 suited, on nous a dit qu'on parlait pas de théorie. Alors c'est vrai, j'en suis désolé, je n'évoquerai plus le mot 5 et 6 suited devant vous. Mais en expliquant ce... Voilà, alors ce qui m'a surtout choqué, après avoir corrigé après m'être amélioré sur ces problèmes de tilt, en fait je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les gens qui m'entourent, soit ils n'arrivent pas à corriger ce problème de tilt, c'est quelque chose d'assez obscur pour eux, les gens en parlent, parlent de leur cauchemar, de leur nuit cauchemardesque, mais finalement il y a peu de théories par rapport à ça, et chacun évolue, c'est assez artisanal, et j'ai essayé de réfléchir justement à une question très simple, c'est pourquoi les gens ne s'améliorent pas dans ce domaine-là, ou très peu. Et puis je me suis rendu compte que le processus de perfectionnement, c'était quelque chose qu'on n'utilisait pas pour le tilt. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent au point numéro 1, la prise de conscience. Tout le monde sait que le tilt c'est pas bien, c'est tabou, viendra tous à bout. Malheureusement, on ne passe pas au point 2, qui est vraiment analyser son problème et essayer de trouver des solutions pour corriger ce problème. Et pourtant, le tilt, la gestion de soi, c'est quand même un problème d'envergure et qu'il serait assez prétentieux de vouloir corriger d'un coup de baguette magique. Donc, effectivement, si vous voulez corriger ce problème, ce sera la première leçon, je pense, que je peux vous donner.
c'est qu'il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot, et si vous voulez vous améliorer dans ce truc, et ben il va falloir bosser vraiment et réfléchir au truc, quoi. Un peu voilà, comme si on était mauvais en 3 bêtes light, et ben on va essayer de bosser notre sujet. Là, c'est pareil. Donc, je vais vous demander de ne pas vous arrêter au niveau 1, mais de passer au niveau 2, euh, puis au niveau 3, et en espérant des améliorations. Du moins, vous êtes toujours en free roll, hein, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas ça. C'est gratuit, ça coûte rien. Si ça marche pas, eh bah, vous aurez perdu 1 heure de votre vie. Puis si ça marche, vous auriez, vous allez avoir gagné pas mal de choses. Alors, je me suis demandé justement pourquoi on n'agissait pas de la sorte, on n'utilisait pas ce processus pour le tilt. Je vais peut-être avancer une théorie un peu foireuse, une théorie de comptoir, j'en sais rien. Mais il me semble que dans notre culture occidentale, à l'école, bon, on étudie beaucoup des matières comme les mathématiques, le français, etc. Et puis on est amené à progresser, et c'est quelque chose d'assez bon, naturel. En fait, c'est dans notre éducation. Finalement, tout ce qui est le recul sur soi-même, la gestion de nos émotions, c'est quelque chose qui nous est jamais vraiment enseigné à l'école. Et puis, bon, c'est quelque chose qu'on peut travailler quand on est plus grand, mais à moins de faire la démarche. Et puis finalement il y a peu de gens qui le font, donc c'est peut-être pour ça. J'ai l'impression que les cultures asiatiques qui sont tournées peut-être vers le bouddhisme sont plus enclins à réfléchir sur soi-même. Bon, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Euh, voilà, en tout cas c'est pas notre problème. Il s'avère que les gens s'arrêtent au point numéro 1, donc je vais essayer de vous faire avancer au point numéro 2. Voilà, la prise de conscience du leak. Donc je vais quand même revenir sur le point numéro 1 pour essayer de comprendre le truc avec vous, même si c'est quelque chose que vous en doutez. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ah, le verbe tilter, ouais, en effet, j'en ai employé tout à l'heure, le verbe tilter au présent de l'indicatif, qu'on pourrait d'ailleurs conjuguer un peu à n'importe quel temps, hein, que ce soit au passé ou au futur. C'est un truc, c'est un verbe qui est toujours d'actualité, donc il est assez génial ce verbe-là. Donc j'ai pas eu de mal à écrire ce que j'ai écrit, sauf j'avais quelques petits problèmes d'accord. Je me suis dit est-ce que je mets un S à tu tilt. Bon, c'était la grande question philosophique. Finalement, j'en ai pas mis. Bon, on pourrait débattre là-dessus. Ce serait très intéressant. Bon, du moins, j'ai écrit sans problème que je tilte, hein. Parce que malgré mes efforts, ça peut m'arriver d'encore tilter. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je tilte, ça c'est clair et net. Et puis toi derrière ton écran tu tiltes aussi, ça je le sais. J'ai pas besoin de le voir. Alors Tommy Angelo tilte aussi, hein. C'est clair. Malgré la cinquantaine, malgré son bouquin qu'il a écrit en 2007 et toutes ses audios, il tilte encore, hein, malheureusement le pauvre. Alors je pense qu'on peut dire que nous tiltons. Et puis bah vous là, vous tous qui regardez, vous tiltez, il tilte. Tout le monde tilte, c'est universel. Voilà, c'est tout le monde tilte. On est tous dans la même galère les gars. Donc il va falloir se bouger un peu le cul parce que c'est pas normal, hein. Et une petite photo pour sympathique, j'ai envie de dire, hein. Sympathique. Tout le monde tilt. Euh, on tilte différemment, évidemment. Plus ou moins bien, plus ou moins mal que d'autres, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que moins tilter ou être meilleur dans ce domaine que le voisin, c'est déjà un grand pas. Et c'est nous procurer un edge par rapport à ce voisin sur la table de poker. Et à nos voisins si on est le meilleur sur la table de poker. Et le poker, c'est une bataille d'avantages, de petits edges. Et c'est une façon de prendre un avantage qui peut être d'ailleurs très gros, hein, dans ce domaine face à nos adversaires. Alors, je vais passer je vais passer à la diapo suivante. Je vais vous laisser regarder cet homme que nous appellerons Gérard. Nous l'appellerons Gérard, il travaille calmement. Je ne sais pas si c'est un fake cette vidéo, en tout cas c'est une vidéo assez comique. Et donc je vous laisse vous la regarder, c'est parti, hein. En silence parce que c'est important.
Ouais, donc Gérard, bah Gérard, il est un peu, j'ai un peu mal pour lui en le voyant, hein, ça me fait rigoler, mais bon d'ailleurs il y a Jean-Michel qui est à côté, je sais pas si vous avez vu, mais au moment où il a tapé, où Gérard a tapé avec sa main sur son écran, il y a Jean-Michel qui s'est levé, qui s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard, j'ai envie de dire, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et puis Gérard silencieusement, il a tapé son écran et puis il a la présence d'esprit encore de taper son écran par terre quand il est sorti. Donc c'est bon, voilà. Alors quand je vois cette vidéo, ça me fait rappeler un peu un certain comportement que je pourrais avoir. Bon, pas aussi extrême, mais en tout cas, je pense que certains qui vont regarder la vidéo, ils ont dû agir déjà une fois dans leur vie de manière aussi violente, où il y a des chances, c'est possible. Peut-être que certains vous allez vous reconnaître. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire Gérard, mais quel est ton historique avec avec ton écran? Qu'est-ce qui a pu t'arriver pour que tu sois dans cet état pareil, quoi? Est-ce que tu t'es vu quand t'as vu? Je sais pas. Et là, il avait l'air pourtant sobre, malheureusement. Voilà. C'est marrant parce que de l'extérieur, clairement, il devrait jamais réagir comme ça. Il a un petit manque de contrôle sur lui-même. Voilà, c'est clairement pas bon. Et nous, on a tendance à agir de la sorte. Et puis voilà, voilà. Donc c'était pas un peu pour vous mettre devant le fait accompli, parce que ça pourrait très bien être jouer un joueur de poker. Je ne pense pas qu'il joue au poker la gueule de son écran, de son clavier. La vidéo doit dater un petit peu, mais voilà, il travaille, c'est la même chose. Mais c'est assez marrant. Qu'est-ce qui lui a fallu? Moi, j'aimerais bien savoir en fait. Ça serait génial de retrouver ce Gérard et de l'interviewer. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à cette violence extrême, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le mec, ça fait depuis une semaine qu'il est en train de subir des trucs horribles avec son ordinateur, avec sa direction. J'en sais rien. Il en peut plus, quoi. Mais peut-être que, voilà, si ça se trouve, ça fait depuis seulement une demi-heure. On n'en sait rien. Ce serait intéressant d'étudier la chose. Euh, voilà. Euh, alors la vidéo dure depuis déjà 33 minutes. Alors je vais faire une dernière diapo avant de vous laisser. Je vais faire une dernière diapo parce que je préfère couper en deux cette vidéo. Je pense que ce sera d'autant mieux. Parce que si je fais cette vidéo trop longue, on va me reprocher. Si elle dure plus d'une heure, on va me reprocher qu'elle est trop longue et que c'est barbant, etc., etc. Donc finalement, pour éviter ça, je vais couper la vidéo en deux. Je vais vous peut-être pour certains, je vais vous laisser sur votre faim. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être très contents que je finisse. Peut-être, j'en sais rien. Voilà. Donc je vais enchaîner la dernière diapo donc de cette première série, de cette première partie hein, plutôt. Donc on va parler maintenant de l'identification du leak. Donc c'est l'étape numéro 2. On va essayer d'étudier les effets, la cause, la situation dans notre cas présent. Donc c'est quelque chose que j'ai nommé anatomie d'un tilt ou de notre tilt en général. Donc je vais vous demander de faire pause sur cette diapo. Comme ça vous allez arrêter de m'entendre parler et de dire des conneries. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur le sujet et essayer de répondre aux questions qui vous sont posées. Quels en sont les éléments déclencheurs, donc les éléments du tilt, les éléments déclencheurs du tilt, oui, quels en sont les effets, et comment y mettre fin. Donc je vous mets pause et puis je vous récupère dans 35 minutes, ok? À tout de suite. Oui, tu peux mettre pause, hein. Tu peux mettre pause. Il y en a qui essayent de tricher, mais voilà. Voilà, on est reparti. J'espère que vous avez joué le jeu. Ah, ça c'est en tout cas, c'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein. C'est un conseil. J'espère que vous êtes posé les bonnes questions. C'est important. Il faut essayer de se connaître soi-même. Avant d'essayer de corriger un problème, il faut essayer de connaître l'ampleur du problème. Donc, qu'est-ce qui vous fait déclencher un tilt chez vous en règle générale? Peut-être qu'il y a toutes les raisons possibles, j'en sais rien, mais c'est important de les détailler par écrit. Donc, il y a des gens, c'est les bad beats.
dès qu'ils vont perdre As-Roi contre As-8. Préflop, c'est terrible, c'est un énorme bad beat, donc c'est une des raisons pour se mettre en tilt. Il y en a d'autres. Le bad beat ne leur pose pas de problème puisqu'ils ont bien joué. Ça peut être un mauvais call, un mauvais call river. Dans mon cas, c'est dans mon cas, ça a été très ça s'avère très vrai. C'est un truc que j'aime vraiment pas. Des fois, je fais des calls assez rapides avec des mains un peu bancales et je suis pas content. Mon adversaire me montre la meilleure main et je sais que j'aurais dû fold. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Pour un peu que j'en fasse un ou deux et que je suis déjà en perte, c'est un truc qui peut vraiment me faire tilter, me mettre sur les nerfs, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, il y a des gens qui peuvent partir en tilt parce qu'on les insulte dans le chat, j'en sais rien. Euh, Ça peut être c'est pas forcément un bad beat, ça peut être aussi le cinquième bad beat qu'on se prend, hein. Il y a des gens qui tiltent après un certain, voilà, des fois c'est la goutte d'eau qui fait renverser le vase. Donc c'est important de comprendre dans quel cas vous pouvez tilter. C'est quoi vraiment l'élément? Puisque si vous arrivez à cerner le problème, bah vous allez peut-être pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, trouver une solution et vous préparer en fait au combat et vous apprêter à vous défendre par rapport à ça. Donc voilà, c'est important. Ensuite, une fois que le tilt s'est déclenché et que vous êtes dans une période où vous jouez un petit peu moins bien, il va falloir comprendre euh, bon déjà la fréquence de ce tilt. Est-ce que ça arrive souvent? Puisqu'on est vraiment pas tous pareils. Ça arrive plutôt souvent, rarement. Est-ce que le tilt va durer longtemps? Et surtout quel impact il peut avoir. Euh, donc la fréquence, par exemple, il y a des gens qui vont tilter très peu. Ça peut être une fois par semaine, mais par contre, ils vont durer très longtemps. Ça va durer très longtemps. Ils vont tilter pendant 4 heures, ils n'arrivent pas à lever de leur chaise, et c'est assez catastrophique. Et puis il y a certains, par exemple, c'est tellement grave chez eux le tilt qu'ils vont faire tapis toutes les mains. Ouais, alors bon, on est d'accord que c'est extrême, hein. Euh, alors attendez, je bois un petit coup d'eau, histoire de reprendre mes esprits. Et puis il y en a d'autres qui vont tilter très couramment, toutes les 2 heures, mais par contre ça va durer pas longtemps, ça va durer 5 minutes. Et puis l'impact va être minime, ils vont jouer un petit peu moins bien, mais voilà. On peut tilter aussi et être un joueur gagnant, hein. Attention, dans une phase de tilt, on peut gagner, hein. On peut être gagnant, hein. C'est important. Un tilt n'est pas forcément un jeu horrible. En tout cas, un tilt implique, euh, implique le fait qu'on joue moins bien que notre meilleur niveau. Donc c'est important à comprendre. Euh, et comment, une autre question, ce serait de savoir comment on met fin à ce tilt. Est-ce que c'est quand, alors certains mettent fin à ce tilt puisqu'ils ont broc leur compte et sont obligés de, après avoir move up, ils ont broc leur compte dans l'heure et ils sont obligés d'arrêter. Et ça met fin à leur tilt. Il y en a d'autres ça met fin à leur tilt parce qu'ils ont un stop loss de 15 caves et après 15 caves ils ont la discipline d'arrêter, bravo à eux. Il y en a d'autres, leur maman les appelle pour manger et ils sont obligés d'aller manger donc ils arrêtent même s'ils sont en tilt. Chacun a sa façon de mettre fin plus ou moins volontairement à cette période qui est très douloureuse, à ce cauchemar des fois incroyable. Moi je me rappelle de nuits cauchemardesques où on sait qu'à 23 h on doit arrêter notre session, on le sait, et puis à 8 h le matin, on y est toujours, et puis au lieu d'être à moins 4 caves, on est à moins 12, quoi. On le sait, et on se couche comme un con, c'est assez horrible, on a du mal à s'endormir, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on est débile, quoi. Alors on culpabilise, évidemment, on a une très mauvaise image de soi-même, on se dévalorise, bon, c'est quelque chose de... C'est dur quand même, c'est dur, hein. Notre métier il est dur, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, le métier de joueur de poker professionnel il est dur et les gens qui ne jouent pas au poker ils savent vraiment pas ce que c'est que d'avoir des périodes de tilt, hein. C'est tellement dur pour le moral. Bon, je vous apprends rien. Voilà, anatomie d'un tilt. Ça pourrait être, ça pourrait être le nom d'un thriller, je sais pas au cinéma, un truc. Je vois bien anatomie d'un tilt, un mec qui devient fou chez lui, qui commence à faire des horreurs. Je sais pas. Ça pourrait être un bon titre de film, ouais, ouais, à voir, à voir. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour arriver à cette petite phrase que j'ai mis avec la petite flèche qui implique une espèce de d'étape et d'avancement.
Comprendre nos points faibles. Et oui, comprendre nos points faibles, puisque chaque personne tilte différemment, comme j'expliquais avant. Il faut comprendre notre point faible. C'est le début de la thérapie, j'ai envie de dire, hein. Des fois, il y a des gens qui... Ça me fait penser comme ça. Il y a des gens qui... je sais pas, les alcooliques qui font des réunions entre eux, ils ont besoin de... Je ne connais pas le sujet, hein, je n'ai jamais été alcoolique, je vous rassure, mais ils ont besoin d'être en groupe et d'expliquer leurs problèmes à tout le monde. C'est un début de thérapie, en fait, c'est reconnaître le problème devant tout le monde. Et ça veut dire ils y ont réfléchi avant de venir à la réunion. Ils l'exposent oralement, tout fort. Et donc à ce moment-là, ils identifient vraiment le problème dans toute son ampleur, et puis ils peuvent faire face à des questions. Ils ont les applaudissements, ils ont l'impression d'avancer. Euh, Euh, alors on peut jouer au poker et pas forcément être alcoolique. On peut être les deux. Alors là, c'est un peu plus grave, hein. C'est le problème de l'alcoolisme peut être lié après au problème de type. Bon, c'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut comprendre nos points faibles pour mettre en place des solutions. Réfléchis. Cette phrase, elle est belle, hein. J'ai mis longtemps à la trouver, mais il faut vraiment mettre en place ensuite des solutions. C'est qu'une fois qu'on aura identifié ces points faibles qu'on pourra avancer vraiment. Euh, Et ben voilà, ça va être la dernière diapo, hein. J'ai passé du temps sur cette dernière, je suis à déjà 42 minutes de vidéo, j'en suis vraiment navré, j'espère que c'est pas trop long pour vous et que je vous ennuie pas trop avec tout ça. J'espère pas que... Je n'espère pas j'es- que vous avez l'impression que je prends de haut comme ça tout le monde, non. Modestement, j'essaye de faire parler de mon expérience. Alors ça sera la fin de cette première vidéo. Pour résumer, on a essayé de comprendre qu'il fallait prendre conscience vraiment de notre problème, de le prendre à bras le corps, d'essayer de trouver l'ampleur du décor, l'ampleur du problème. Et ensuite, on pourra passer à une deuxième étape qui est de trouver des solutions adéquates pour vraiment y remédier de manière intelligente. Donc ça sera le sujet de notre deuxième vidéo qui sera plus appliqué finalement. Ce sera la conclusion du truc. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'imagine que les deux vidéos seront publiées avec une semaine ou 15 jours d'intervalle, j'en sais rien. Et bah pour les gens qui ont adoré ça, j'en suis content et je suis navré pour eux qui doivent attendre, mais c'est comme ça, c'est la vie est dure parfois, la vie est dure, hein. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en espérant ne pas perdre trop d'audimat sur l'enchaînement de l'une et de l'autre. En tout cas, je le verrai bien puisque je verrai le nombre de gens qui ont regardé la première et la deuxième. Voilà. Et ben, je vous souhaite. D'habitude, je souhaite bonne chance aux gens aux tables. Euh, Là, je vais vous souhaiter autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer d'improviser. Je vais vous souhaiter de prendre du recul par rapport à ce que je vous ai dit, puis j'espère que ça vous aura donné un peu d'inspiration. Voilà. Et puis bah, je vous souhaite bonne nuit à tous, bonne journée, je ne sais pas. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye.